Bonjour. Bonjour tout le monde et bienvenue à tous et à toutes à ce débat sur la participation. Et je dirais surtout bienvenue à ceux et celles qui n'ont pas l'habitude de venir à ce genre de rencontres. C'est courageux de venir, donc voilà, vraiment bienvenue. Alors cet après-midi, on veut faire un dialogue avec vous. On veut dialoguer tous ensemble. Donc ça ne va pas être un après-midi de conférence, même s'il y a plusieurs personnes ici devant. Ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est un dialogue, c'est dialoguer ensemble à partir de ce qu'on sait, ce qu'on pense les uns des autres. Et donc il y aura quelques personnes qui vont faire des apports, qui vont nous aider, qui vont nous pousser à réfléchir et à s'exprimer. Donc voilà, un débat sur la participation qu'on voudrait participatif. Alors voilà, la participation, c'est tout un défi, et puis ce défi, on aimerait le relever ensemble cet après-midi. Donc voilà, ça dépend aussi bien de moi que de vous, et donc je compte sur vous. Alors, pour participer, pour dialoguer, restez par ici, là, il y a des places en bas. Plus on est loin, plus c'est difficile de se parler. Donc, n'hésitez pas, là, il y a des places, ici même devant. Toute une rangée encore. Donc voilà, je disais, pour pouvoir participer, pour dialoguer ensemble, on a besoin de savoir un peu avec qui on est. Qui est dans la salle, qui est ici devant, parce que se parler quand on ne sait pas du tout qui est là, ce n'est pas facile. Donc voilà, on va commencer par ça. Alors, je vous propose de dire bonjour à vos voisins. À gauche, à droite, devant, derrière, de dire au moins vos prénoms et d'où vous venez, si vous ne vous connaissez pas. Voilà. Ça donne le temps aussi aux retardataires d'arriver et de s'asseoir. OK. Voilà. Au moins, vous connaissez maintenant quelques personnes qui sont assises autour de vous. Oui. Ça va venir, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Alors, on va voir maintenant un peu plus. Alors, dans la salle, si vous appartenez au groupe de personnes que je vais nommer, vous levez la main, OK? Alors, est-ce qu'il y a des habitants de Montreuil? Des habitants de Montreuil. Oui, ici aussi, devant, vous pouvez vous participer. Comme ça, ils commencent à vous connaître aussi un petit peu. Donc oui, il y a des habitants de Montreuil, bienvenue. Alors, est-ce qu'il y a des membres d'ATD Carmonde? Hop là, beaucoup. Bienvenue aussi. Alors, est-ce qu'il y a des professionnels de la politique de la ville? Il ne faut pas avoir honte, on peut le dire, voilà, bienvenue aussi. Est-ce qu'il y a des élus? Qu'une élue? Ça, c'est un peu décevant, Est-ce qu'il y a on ne sait jamais, des fonctionnaires, des gens qui travaillent pour l'État? Oui, il y en a aussi quelques-uns. Super. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas levé leurs mains? Des travailleurs sociaux? Non? Oui, des travailleurs sociaux. Des retraités. Des retraités qui n'habitent pas à Montreuil, alors. Et qui ne sont pas membres d'ATD, qui sont pas... Bon, voilà.
Des retraités. Oui. Est-ce qu'il y en a encore d'autres qui n'ont pas levé leurs mains? Des chômeurs. Super. Ah non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, c'est pas des fois chômeur pour éviter le travail, c'est aussi bien. C'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par le sujet? Ah bah oui, tout le monde, j'espère. Hein. Ok, bon, ça va, c'est rassurant. Alors, voilà. Alors, les gens ici devant aussi, ils ont de temps en temps levé leurs mains. On va les présenter un petit peu plus, pas beaucoup, hein, parce que finalement, le fait qu'ils sont là ou dans la salle, c'est un hasard. Non, pas tout à fait un hasard, c'est parce qu'ils ont des choses à dire sur le sujet, mais vous aussi, vous avez des choses à dire, et donc il fallait bien choisir quelques personnes pour lancer le débat. Alors, on avait invité Marion Carrel, ici à ma droite, donc pour vous à ma gauche, qui est maître de conférence, elle est sociologue, maître de conférence à l'université Lille 3, et elle a écrit récemment un livre sur la participation des citoyens. Voilà. À côté de Marion Carrel, il y a Dominique Madec, qui est professionnel de la politique de la ville à Montreuil. Ensemble avec sa collègue Isabelle Moulinier de la Cour, qui est aussi agent de la ville dans la politique de la ville de Montreuil. Et entre les deux, il y a Muriel Casalas-Pro, qui est donc l'élue, hein, vous l'avez vu, la seule élue qui est ici parmi nous. À ma gauche, donc pour vous, à ma droite, il y a Maria Théron et Abdel, alors Ben... Tu me laisses faire. Alors, moi, je l'avais écrit parce que j'oublie tout le temps son nom. Jabala. Voilà. Alors, Maria et Abdel sont deux militants quart-monde. Donc, des militants quart-monde, pour ceux qui ne connaissent pas très bien ATD quart-monde, c'est des gens qui ont l'expérience de la pauvreté et qui ont rejoint ce mouvement pour combattre la pauvreté ensemble avec d'autres. Et donc, voilà, ils sont aujourd'hui avec nous parce qu'ils ont aussi des choses à dire très, très intéressant d'ailleurs, sur la participation de ceux qu'on entend le moins. Donc voilà, maintenant on sait à peu près qui est là. Hein. On ne connaît pas vos noms, mais voilà. Pardon? Et moi? Ah oui, c'est vrai. Alors moi, c'est Marianne Delatte. Je suis aussi membre d'ATD Quart-Monde depuis de longues dates. Voilà. Et donc j'ai la chance d'animer ce débat aujourd'hui. Alors, encore une chose avant de commencer vraiment, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se donner quand même quelques règles de jeu pour que ça se passe au mieux. Alors, si possible, on éteint ses portables. C'est très dérangeant si on parle ensemble, si on réfléchit ensemble, s'il y a des portables qui sonnent. Bon, si vous ne pouvez pas l'éteindre, au moins mettez-le sur silencieux. Après, si on a envie de dire quelque chose, levez la main. Hein, comme ça, je vois qui a envie de parler. Et si on s'exprime, on essaye d'être clair et court. Hein, on est assez nombreux, donc on veut donner la chance à beaucoup de gens de s'exprimer. Donc on essaye de dire son idée assez brièvement. Une autre règle, c'est qu'on se respecte. Donc, si quelqu'un dit quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, pas de souci, vous pouvez le dire et vous pouvez dire ce que vous avez à dire. Mais on n'insulte pas la personne ou on le fait avec respect. Voilà, ça c'est très très important. Et le respect, ça veut dire aussi qu'on ne se moque pas. On ne se moque pas des uns des autres. C'est très très important, hein. Donc on peut rire, hein, s'il y a des choses très drôles qui se passent, pas de souci, on peut rire, mais on ne se moque pas des gens. Et ça, c'est important aussi, parce que des fois, on a du mal à trouver ces mots, et puis voilà, c'est pas grave, on va prendre le temps, et on va laisser aussi les gens aller jusqu'au bout de leur idée. Hein, s'ils ont envie de nous dire une idée, même si elle sort difficilement, c'est pas grave, on va prendre le temps. Donc voilà, ça c'est quelques règles qu'on se donne pour que ce débat se passe au mieux. Alors, le thème de ce débat, je ne sais pas si c'est... Ah oui, c'est marqué, donc. Hein. Les absents ont toujours tort. Quelle participation
pour ceux que l'on entend le moins. Alors, si vous pensez à ceux qu'on entend le moins ou aux absents, à qui vous pensez? Concrètement, hein, à quelle personne que vous connaissez vous pensez? Si vous dites les absents, c'est qui les absents que moi je connais? Ou les personnes qu'on entend le moins, c'est qui dans mon entourage? Bon, voilà, il y a Frédéric, là, on n'a pas présenté, il y a Frédéric qui est là, et Lise qui est là. Ils ont un micro-baladeur. Donc voilà, l'idée, c'est de se parler. Hein. Donc voilà. À qui vous pensez quand on parle des absents, de ceux qu'on entend le moins? Allez, levez votre main, et puis là, ils vont courir, là, et vous dites. Ceux qui n'ont pas eu l'information qu'il y avait ce temps-là. Ceux Oui. qui n'ont pas reçu l'information. D'accord. Alors concrètement, essayez aussi de penser ceux, on ne va pas dire les jeunes, les plus âgés, ceux qui, mais concrètement, à quelle personne vous pensez? Oui, Lucienne. Déjà qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas regarder. Alors, vous pensez à quelqu'un de précis? Oui. Alors, vous dites son prénom ou... Les personnes qui ne se montrent pas, comme par exemple les enfants très pauvres. Et les familles, dont les familles sont... Mais je dis très pauvres. Hein, et vous pensez à des gens bien précis dans votre quartier ou dans votre ville ou... Oui, oui, mes petits-enfants même. Moi-même, dans mon passé, voilà. D'accord, vous pensez à vos petits-enfants. À quelqu'un d'autre, à qui vous pensez? Alors, moi, je pense aux sans-papiers, parce qu'ils se cachent, ils ne peuvent pas parler de façon explicite au grand jour. Et vous connaissez des sans-papiers? Vous connaissez quelqu'un? Oui, j'en côtoie dans mon travail, parce que je suis à la mairie de Paris, au centre d'action sociale, Mm-hmm. et donc j'ai l'occasion d'en croiser, oui. Vous pensez à ces personnes-là. OK. À qui d'autre on pense? Il y a là, monsieur là aussi. Lise, il y a quelqu'un là-haut? En général, mais là, je ne cherche pas les généralités. J'aimerais qu'on se mette devant des gens qu'on connaît, mais qui ne participent pas. Oui, très bien. Moi, je suis un exclu, d'ailleurs. En fait, vous êtes invisible. Vous êtes invisible pour la société, et ça, c'est vraiment dégueulasse. Oui, vous dites les absents, c'est les gens qui sont invisibles. Soi-disant, ils ont la source incluse. Il y a des exclus sont privés de parole. Et en fait, ils sont riches de beaucoup d'expérience. Évidemment, évidemment. On va en parler, monsieur. À qui d'autre vous pensez? Ouais, Oui. alors là, j'ai chauffé le micro, donc je vais en profiter. Je ne sais pas où il est. Ah oui, d'accord. Oui, moi je pense à toutes les familles mal logées. Hein. Je viens de travailler pendant 16 ans à la ville de Montreuil sur les questions de mal logement, de problèmes de santé par le mal logement. Et je pense à ces j'ai dû voir en 16 ans 1700 familles. Je pense à toutes ces familles, dont beaucoup sont d'origine étrangère, mais pas toutes, qui sont très mal logées, qui sont victimes de marchands de sommeil et qui effectivement osent peu parler. OK. Oui, allez-y. Je pense à Frédéric. Oui. Je pense à deux types de personnes. Oui. Les personnes que j'ai vues dans le métro tout à l'heure en venant, Oui. qui faisaient la manche. D'accord. Et puis je pense aussi à des étrangers, à des mineurs étrangers qui viennent en France et que je rencontre moi lors de permanences pour les aider à remplir un dossier pour passer devant le juge des enfants, pour être acceptés par l'ASE, parce qu'ils sont en général refusés par les ASE. OK, Aide merci. sociale à l'enfance. OK, merci. Oui. Je pense à des gens qui ont une grande fragilité psychique, c'est-à-dire qu'ils sont très vulnérables et que la vie est en permanence très dure. Et voilà. Merci. On va très vite. Il y a plein de gens à qui on pense, hein, des gens qu'on n'entend pas. Il y a encore un monsieur qui veut dire quelque chose, Frédéric, là. Des fois, si vous êtes juste un petit bout de doigt, c'est difficile de voir. Oui.
Je pense aussi aux personnes qui n'ont pas de travail, les chômeurs. Parce que des fois, c'est vrai qu'on galère pour trouver du boulot. En ce moment, c'est une catastrophe pour tout le monde. Je sais, je passe par là en ce moment. C'est une grosse galère. À force de tout supprimer, à force d'envoyer des usines qui partent à droite à gauche, c'est vrai qu'on est tombé sûrement de loin, quoi. Moi, je pense beaucoup aux chômeurs. C'est pour ça que je vous le dis, parce que j'en fais partie. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, je disais, il y a beaucoup de gens qui sont absents ou qu'on entend très peu. Hein. Et donc voilà, si on parle aujourd'hui de la participation, c'est bien de la participation de toutes ces personnes-là, ces personnes qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, qui sont invisibles, comme vous dites, et qui ont une vie très très difficile. C'est bien de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors si vous pensez à ces personnes, pourquoi il faudrait qu'ils participent? Pourquoi vous aimeriez qu'ils participent? Parce qu'ils ont des choses à dire. Oui. Parce que personne ne peut remplacer leurs paroles. D'accord. Attendez, parce que sans micro, pas tout le monde vous entend. Désolé. Parce qu'ils ont trouvé 3 jours pour se libérer et que j'ai annulé des rendez-vous pour venir. D'accord. Pourquoi encore? Pourquoi Parce on aimerait... Ah, je ne vois pas. Pardon. Parce que c'est en travaillant tous ensemble qu'on trouvera des solutions aussi. Enfin, par la parole de tous. D'accord. Ça peut faire émerger des idées un peu nouvelles et éventuellement des solutions. D'accord, ça peut faire émerger des nouvelles idées. Oui. Parce que leurs paroles pourraient changer les comportements de tout le monde. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Parce qu'ils vivent à côté de nous, parmi nous. Ils sont nos voisins et nos voisines. D'accord, ils vivent parmi nous. Parce qu'ils vivent des situations que nous-mêmes, on ne vit pas. Donc on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà. Donc c'est eux qui peuvent en parler le mieux. D'accord. Donc voilà, on voit bien, il y a plein de raisons pourquoi on trouverait ça bien que ces gens-là participent. Alors voilà, le pourquoi de la participation, c'est le premier thème un peu de notre débat. Et donc, il y a 3 personnes qui vont faire une petite introduction là-dessus. Donc, il y a Maria et Abdel qui vont nous parler de leur motivation à eux de participer à des projets collectifs. Hein, eux qui étaient dans une vie difficile et qui ne participaient pas, ou peu, et qui petit à petit ont commencé à participer. Avec d'autres, ils ont réfléchi, mais c'est quoi nos motivations? Et puis ensuite, Marion Carrel, elle va nous dire, mais ceux qui organisent la participation, pourquoi ils le font? Qu'est-ce qu'ils attendent? C'est quoi leur position? Comment ils voient la participation? Pourquoi ils font ça? Donc voilà, c'est un premier temps autour de ce pourquoi cette participation de ceux qu'on entend le moins. Voilà, à vous, Maria et Abdel. Oui, alors qu'est-ce qui nous motive à participer à un projet collectif? En général, on ne nous demande pas souvent notre avis, nous, personnes en situation de pauvreté. On ne nous invite pas souvent à participer. Mais si on nous demande de participer, on voit souvent de bonnes raisons pour dire oui. Nous y avons réfléchi avec d'autres et nous allons partager avec vous quelques-unes de nos motivations. Amandine, une jeune du groupe, a participé au Parlement des jeunes. Elle nous disait « Je l'ai fait pour rencontrer d'autres jeunes et savoir ce qu'ils pensent, pour davantage parler des jeunes qui font du positif, pour être mieux vue, parce que j'aime bien être positive. » Jean-Pierre a participé à un comité de locataires. Il disait que c'était par curiosité pour savoir le déroulement de ces réunions. Parfois, il accepte aussi de participer à quelque chose par peur de ne pas être sollicité après. Parfois, on participe pour s'informer, pour savoir et pour que le quartier s'améliore encore plus. Après la rénovation du quartier, je ne reconnaissais plus mon quartier qui était devenu tout beau. Mais je voulais qu'on continue à l'améliorer parce qu'il y avait toujours des problèmes. Par exemple, pas de laverie dans le quartier. Je participe parce que je me sens concerné par ma ville et je participe aussi pour représenter ceux qui ne peuvent pas encore être là.
pour défendre des causes importantes et injustes. Je voulais par exemple poser la question de ce qu'il allait faire avec les 2 baraques le long de la Seine. Cela fait plusieurs années qu'avec le groupe ATD, on est en contact avec les gens qui habitent ces baraques. Nos motivations pour participer sont donc multiples. On participe pour que cette vie de galère n'arrive plus à d'autres, pour combattre l'injustice, pour changer la donne, pour se défendre en collectif parce qu'ensemble on est plus fort, pour être reconnu comme partenaire à part entière qui a une expertise du vécu, de la pauvreté et de la précarité, par curiosité, pour savoir, avoir des informations. Voilà, beaucoup de raisons pourquoi des gens participent, pourquoi ils trouvent important de participer à des projets collectifs. Alors, avant de passer à Marion Carrel, est-ce qu'il y a des questions? On ne va pas débattre tout de suite, c'est leur motivation, on ne va pas les remettre en question, c'est comme ça. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas comprises et qu'on aimerait qu'ils expliquent davantage? Tout était clair? Ok. Alors, on va passer à Marion Carrel, qui va nous parler des différentes postures qu'on peut avoir vis-à-vis de la participation. Ça marche? C'est bon? Oui, juste pour faire le lien avec ce qui a été dit, il y a une philosophe qui s'appelle Joël Zask qui a dit que dans participer, il y avait 3 formes de participation. Ça veut dire d'abord prendre part. Donc, oui, prendre part, être dans une action avec d'autres gens. Ça veut aussi dire donner une part. Donc, quand on participe, on donne quelque chose, son temps, son savoir. Voilà. Mais ça veut aussi dire une 3e chose que souvent on oublie, c'est recevoir une part. Et celle-ci, la philosophe, et je suis d'accord avec elle, dit qu'on a souvent tendance à l'oublier, surtout quand on organise la participation. On se pose trop rarement la question de qu'est-ce que les gens vont recevoir en venant. C'était pour faire le lien. Alors, comme l'a dit Marianne, je vais expliquer brièvement 4 manières. Bon, le point de départ, c'est de dire que la participation, tout le monde dit en faire, tout le monde en fait, mais qu'on ne met pas forcément les mêmes objectifs derrière, ou les mêmes conceptions, ni les mêmes objectifs derrière. Donc, à force d'observer, de discuter des choses depuis une dizaine d'années là-dessus, pour simplifier un petit peu, j'en suis arrivée à faire un tableau qui propose 4 positions dans le débat sur la participation. Je vais vous le projeter juste après. Mais juste pour comprendre comment ça fonctionne, après on en discutera, comment ça marche, il y a deux dimensions. D'abord, la conception de la démocratie que l'on a tous. On a tous une conception de la démocratie ou de la bonne démocratie. La conception, ça veut dire comment on voit la démocratie. N'hésitez pas, s'il y a des choses difficiles qu'on ne comprend pas, de dire tout de suite, voilà, je n'ai pas compris, parce que si on n'a pas compris, on perd le fil. Et c'est trop dommage. Merci Marianne, il n'y a pas de problème, tu peux continuer à me couper quand tu veux. Donc, pour simplifier, 2 modèles ou 2 conceptions ou 2 façons de voir la démocratie, soit la démocratie et les institutions, c'est-à-dire comment on fonctionne dans nos associations, dans nos mairies, dans notre travail. Soit on pense que le modèle représentatif fonctionne bien, c'est le meilleur ou le moins pire des systèmes, c'est-à-dire on va élire tous les 5 ans, tous les 6 ans nos élus, et puis ils font le travail, et ensuite, au bout de 5 ans, on fait un point et on revote, on change d'équipe, on reconduit celle qu'on a. Soit on estime que dans l'intervalle entre ces 2 élections, il faut inventer d'autres formes de circulation du pouvoir et de l'information, et que donc il y a d'autres manières aussi de faire vivre. Donc là, on parle de démocratie participative, on parle de tous ces trucs-là. Ça va pour l'instant? Ensuite, il y a une 2e dimension que j'ai utilisée. Ah, petit téléphone. La 2e dimension, c'est la conception de l'intervention qu'on mène auprès des publics, des personnes dites en difficulté. La conception qu'on a dans l'intervention sociale, on va dire l'action sociale pour aller très vite. Et donc là, il y a 2
c'est très schématique, hein, excusez-moi d'avance, mais il y a deux façons de voir les choses. D'une manière, sur une colonne, vous verrez, on imagine qu'il faut avoir un traitement identique avec toute la population, c'est-à-dire qu'il faut s'adresser pareil à tout le monde pour question de citoyenneté, d'égalité, de république, de tout un tas de mots comme ça, où on dit il ne faut pas, surtout sur la citoyenneté, il ne faut pas s'adresser différemment, par exemple, aux chômeurs et aux non-chômeurs, ou aux pauvres et aux riches. Et puis d'autres qui disent, si, il y a peut-être des difficultés particulières ou des particularités, peut-être on peut avoir peur d'aller parler en public, peut-être on peut avoir honte de certaines situations, peut-être surtout la manière dont ça s'organise d'habitude, ça ne facilite pas la parole des absents. Donc il faut avoir une intervention particulière avec les populations absentes. À partir de là, on arrive à un tableau, j'espère qu'il vous fera pas trop peur, plein de concepts. Alors, ce que je vous ai dit sur la conception de la démocratie, c'est à gauche, là, sur le côté gauche. Donc voilà, les deux, représentative et participative. Puis en haut, il y a l'intervention. Soit on a une posture égalitaire, on s'adresse à tout le monde pareil, soit une posture de diversité ou de traitement différentiel. On va avoir une intervention particulière vis-à-vis des absents. Donc je vais dire les 4 cases en donnant des exemples et puis voilà. Marianne, tu me presses ou tu me stoppes quand ça va plus. Ça va bien. Donc la première case, c'est la participation inutile. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, on se place dans un système où on pense que nos fonctionnements traditionnels, nos fonctionnements professionnels, nos fonctionnements dans les institutions et puis la démocratie en général fonctionnent bien avec ces systèmes de hiérarchie, et d'élus et de délégations. Et en plus, on pense qu'il faut avoir une intervention qui est la même pour tout le monde. Ici, moi j'appelle ça participation inutile. En fait, jamais personne ne nous dit que la participation est inutile. Par exemple, je n'ai jamais rencontré un professionnel ou un élu qui m'a dit, si il me le dit, enfin il ne me le dit pas comme ça. En tout cas, publiquement, on ne dit pas c'est inutile. Pourquoi ? Parce que la loi oblige toutes les mairies, tous les départements, etc., sur tous les projets, oblige la participation. Et en plus, tout le monde veut en faire. C'est un peu la mode de la participation. Donc, on ne le dit pas, la participation est inutile. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on est dans cette case ? Bon, être dans une case, c'est un petit peu difficile. Je pense que c'est vraiment une simplification. Hein. Les gens peuvent bouger d'une case à l'autre, et puis on en discutera. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on est dans cette conception-là ? C'est que tout existe déjà pour que les citoyens s'expriment. Ils n'ont qu'à être dans des associations, ils n'ont qu'à se déplacer dans les réunions, ils n'ont qu'à voter, après tout, ils n'ont qu'à se présenter sur les listes, ils n'ont qu'à utiliser tout ce qui existe dans notre démocratie pour se faire entendre. Et puis, un exemple précis, du coup, ça va être un projet, par exemple, de démolition et de reconstruction de logements sociaux, un projet urbain, comme on en a parlé tout à l'heure d'un projet urbain, là. On va dire on va faire de la participation, mais en réalité on va organiser une réunion où on apporte le projet et on le présente à la population. Alors on le fait en mairie, puis on ne cherche pas trop à savoir qui va venir. Ils ont qu'à venir, les gens. Et puis on présente le projet qui est déjà à peu près complètement terminé, et ça s'apparente plus à de l'information descendante qu'à de la participation. Mais parfois on appelle ça participation. C'est un peu ça le truc. Est-ce que ça va ? Est-ce que c'est clair ? Juste des questions de compréhension, hein ? On ne réagit pas encore. Réagir, on fait après. Oui, il y a une question ? Ça veut dire quoi, empowerment ? Non, mais on n'est pas encore là. Je vais y arriver. On est juste là à la case participation inutile. Ça va venir, on va l'expliquer, évidemment. C'est un gros mot, mais j'arrive, je vais vous l'expliquer. Oui. Est-ce qu'il y a des questions sur la case la participation inutile ? Là, ce que vient d'expliquer Marion. Elle va expliquer les autres, hein, mais à chaque fois, on va s'arrêter juste 2 minutes pour juste vérifier qu'on a tous compris. Moi, ça m'intéresserait de savoir, vous avez observé des tas de situations pour faire ce tableau. Et vous avez trouvé beaucoup de gens là-dedans ? Oui, j'en ai rencontré malheureusement, mais j'en rencontre encore.
C'est-à-dire, j'ai oublié de dire quelque chose, je ne juge pas, c'est-à-dire j'essaye de comprendre. Et qu'est-ce que je comprends? C'est que les personnes disent, ça prend du temps, la participation, ça coûte cher, parce qu'il y a nos professionnels, il faut les mettre sur du temps de travail, des réunions le soir, il faut fournir des documents d'information, il faut aller... bon, bref, c'est enquiquinant, et ça dans cette position-là, on estime que ça n'apporte rien. C'est-à-dire... on ne pense pas, comme certains ont dit là dans la salle, on ne pense pas qu'il y a du savoir utile dans la population pour, par exemple, améliorer le projet. On ne pense pas ça, on pense que c'est une perte de temps et que c'est une perte d'énergie et surtout que ça n'apportera rien au projet, vous voyez. Et donc... J'ai pas compris. Voilà, c'est comme ça qu'il le voit. Il y a des gens qui le voient comme ça. C'est une autre question de compréhension, monsieur ? C'est pour mieux comprendre? Oui, ok. Est-ce que les enquêtes de parties d'utilité publique peuvent être mises dans cette case? Merci pour la question précédente et celle-là aussi. En fait, chaque dispositif, quand on dit dispositif, ça veut dire conseil de quartier ou enquête publique ou toutes ces choses-là, ou réunion publique. Bon, toutes ces choses-là, elles peuvent exister dans les 4 cases, vous voyez, selon la manière dont on les organise un peu. Il est vrai que lorsque les enquêtes publiques sont faites avec beaucoup de... Comment dire? Lorsque c'est fait de manière où c'est juste l'écrit, ça passe tout par l'écrit, c'est en mairie centrale, il faut savoir s'informer, il faut avoir le... Je veux dire, tout ça fait que c'est des freins à ce que les gens viennent. Et lorsque c'est pas pensé dans une idée où ça va améliorer le projet, oui, on peut le mettre dans la participation inutile. Maintenant, si c'est fait d'une autre manière, on peut en discuter. Ok, alors on va passer je passe à la deuxième. La case d'à côté qui s'appelle injonction participative. Alors là, on estime que la démocratie représentative fonctionne bien, pas trop mal, et puis que nos systèmes organisationnels, que nos façons de travailler fonctionnent plutôt bien aussi. Par contre, on pense qu'il y a une action particulière à mener auprès des publics absents, notamment ceux qui n'ont pas été à l'école, les plus pauvres, ceux qui ne viennent pas, ceux qui ne parlent pas très bien. Voilà. Alors là, il se trouve que ça ressemble à quelque chose, moi j'appelle ça, la question de la participation dans cette case-là, c'est vraiment une conception individuelle, c'est-à-dire le problème et la solution de la participation reposent sur les individus. En fait, s'il y a un problème de la participation, s'il y a une absence, s'il y a des absents, c'est la faute des individus, c'est la faute des gens qui ne viennent pas ou qui ne savent pas bien parler ou qui ne sont pas à niveau. En fait, les absents ont tort, là. Là, clairement, c'est la meilleure case pour le titre de votre débat. C'est injonction participative. Ici, les absents ont tort. Et pareil, il faut essayer de se mettre à la place de ceux qui imaginent ça. On pense que le problème, c'est que les gens ne connaissent pas les politiques publiques, ne connaissent pas le fonctionnement des projets, ou alors ne connaissent pas bien le fonctionnement d'une école, ou voilà, ils sont pas à niveau. Donc ce qu'on va faire dans cette conception-là, on va plutôt essayer de former les gens. Un système de formation, mais unilatéral, c'est un gros mot ça aussi, mais enfin, une formation qui va être uniquement ciblée sur les personnes. On va leur expliquer comment il faut être un peu plus citoyen quand même, il faut être un peu mieux connaître les choses pour pouvoir participer. Et on ne met jamais en question le savoir et le mode de présentation des choses et les fonctionnements de nos institutions et de la manière dont on s'y prend. J'espère que c'est clair. Alors un exemple, on peut prendre encore une réunion publique, où là, une réunion publique qui aurait été faite en allant chercher les absents. Alors, elle est dans le quartier. On a pris la peine avant, avec les professionnels, d'aller faire venir les gens. Peut-être on a essayé un peu de discuter avec eux avant. Enfin, on fait des efforts. Mais la manière dont cette réunion publique est organisée, je prends exprès des exemples extrêmes, mais on rencontre encore, je le dis pour la dame, on rencontre encore beaucoup aujourd'hui en France malheureusement, ça commence par 3/4 d'heure de PowerPoint comme ça de l'institution. Ensuite, la parole est donnée à la salle, mais les gens ne savent pas à quoi ça va servir et il n'y a personne qui anime, qui cadre, qui explique
comme Marianne l'a fait. Donc il y a tout un tas de choses qui font que ça se passe mal. Et ce genre de réunion publique ratée produit, très vite, je le dis, produit un renforcement des stéréotypes des uns envers les autres. En fait, les habitants, et notamment les plus pauvres, les plus éloignés de la parole publique ils viennent parce qu'on leur dit « Venez, on va prendre votre parole en compte, ça va être important ce que vous allez faire, ça va donner des suites. » Alors qu'ils se rendent compte que leur prise de parole, elle est incorrecte, parce qu'ils ne s'expriment pas comme il faut, ils parlent de quelque chose qui est trop petit. Par exemple, ils parlent de leur cage d'escalier ou de leur emploi ou de leur fille qui a un problème à l'école. Évidemment, les gens parlent de ce qui les importe au quotidien. Donc voilà. On leur dit c'est pas le moment, c'est pas l'endroit. Il y aura la commission X ou la commission Y. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Vous imaginez un petit peu, vous avez tous vécu ce genre de choses. Eh bien, ça reproduit des stéréotypes des uns envers les autres. Pourquoi ? Quand je retourne voir les habitants qui sont venus dans des réunions publiques ratées, comme ça, d'injonction participative, ils disent tu vois, ça ne sert à rien d'aller dans ces réunions, de participer. On nous dit de venir, on dit ce qu'on a à dire, et puis en face, on nous dit c'est pas le moment, c'est pas la peine, tu parles mal, au revoir. Ou il y a d'autres qui parlent mieux que nous, et eux, on les écoute. Et puis, du côté des professionnels et des élus que j'ai rencontrés, et suite après des réunions comme ça, qui me disent vous voyez bien que c'est pas facile quand même. Ils sont pas au niveau de l'intérêt général, les gens. Et puis ils s'énervent, ils claquent la porte. Faudrait quand même qu'on les forme, hein, parce que ça va pas. Faut qu'on forme les habitants. Et c'est cette conception-là. Est-ce que c'est clair, l'injonction participative ? Des questions de compréhension, hein ? Pas encore de réaction. Je suis un peu sévère, mais... Une toute petite, mais peut-être que j'aurai l'explication dans la participation citoyenne, parce que je n'ai pas compris la différence entre injonction participative et participation citoyenne, ou en tout cas, je trouve qu'il y a une connotation dans le mot injonction, c'est un mot négatif, injonction, alors qu'il peut y avoir des réunions très bien tenues. Donc j'ai du mal à comprendre la différence entre injonction participative et participation citoyenne, mais peut-être ça viendra plus tard. J'imagine que ça viendra après. Hein. Merci, c'est une super transition pour... Oui. Est-ce qu'il y a une autre question encore pour mieux comprendre ? Oui. Est-ce que dans l'injonction, j'ai cru entendre qu'il y avait une question d'autisme des gens qui n'entendent pas bien les questions ? C'est-à-dire, le message ne passe pas du tout, et il y a quelque chose qui tourne en rond, parce que finalement... il n'y a pas de dialogue entre le public et ceux qui ont préparé la réunion, qui s'énervent à la fin parce qu'il faut encore faire passer le message d'une autre manière, et les écoutants, c'est-à-dire ils sont déçus et puis finalement ça ne bouge pas. Est-ce qu'il s'agit bien d'un autisme ou d'autre chose, disons un autisme social ? Oui, on peut dire... c'est des gens, quelqu'un d'ATD qui avait dit une chose que je trouvais très juste un jour, qui disait « il n'y a pas de sans-voix, il y a des sans-oreilles ». Ça m'avait fait réfléchir, son histoire. C'est peut-être un peu radical, mais en tout cas, l'idée, c'est que peut-être que c'est une histoire d'oreille, oui, qu'il y a derrière. Alors, est-ce qu'on ne sait pas écouter des paroles différentes des nôtres ? Des nôtres, quand je dis des nôtres, c'est des gens qui sont plutôt aux affaires. D'ailleurs, moi, je suis dedans, je suis enseignante en fait à l'université, et je pense que c'est un travail de tous les jours que je ne fais pas encore bien, que de savoir écouter d'autres personnes que celles qui sont allées longtemps à l'école et qui parlent bien et qui ont l'habitude de parler. Oui, donc on peut parler d'autisme ou de problème de dialogue, ça c'est sûr. Même si ce n'est pas le seul problème de tout ça, mais c'est vrai que c'est au cœur. Ok. Vas-y, oui, très bien, ça va. Donc, vous tenez encore un petit peu ? Oui, après la parole, c'est de nouveau à vous. Hein. Pour le monsieur qui disait, mais la réunion, elle peut se faire autrement, je vous le redis, une réunion publique peut être dans chaque case. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut la penser et l'imaginer de 4 manières différentes, et peut-être de plus, là c'est pour simplifier, mais... Donc la manière dont on la pense, dont on pense à quoi elle va servir, on revient aux objectifs, c'est quoi le but dans la participation ? Dans la première case, participation inutile, le but, c'est répondre à la loi,
qui nous oblige à faire de la participation, et pas trop changer nos modes de faire et pas trop être embêtés. Dans la deuxième case, injonction participative, le but, c'est un petit peu quand même de rendre les habitants moins en colère. Hein, donc un peu de calmer la colère des gens, et puis de faire passer nos projets aussi, dans les deux cases du haut d'ailleurs. Faire passer les projets, faire que le projet urbain soit fait. Il faut qu'on le fasse en 1 an, il faut que la population soit d'accord, on va les former pour qu'ils soient d'accord. On ne va pas faire avec eux le projet. Voilà. Alors maintenant, j'arrive à participation citoyenne. Les mots ne sont peut-être pas les bons, hein, vous me direz. Dans cette conception-là, en bas à gauche, là, on pense qu'il faut changer la manière de faire l'action publique, la manière de faire la démocratie, la manière de vivre la démocratie, et qu'il faut toujours garder une vision égalitaire et ne pas penser cette question citoyenne uniquement sur les plus pauvres, par exemple. Là, on retrouve des gens qui disent « vous nous embêtez avec la participation dans la politique de la ville, par exemple. Pourquoi ce serait toujours aux habitants des quartiers populaires de participer ?» C'est une question qui concerne toute la société. D'accord ? Et sur le champ des transformations institutionnelles, alors ça va être une conception plutôt là, d'ordre politique, juridique, procédural. Ouh là là, c'est des mots un peu pénibles. En tout cas, on pense qu'il faut transformer les institutions. C'est ça l'urgence dans cette case-là. Donc, on va dire il faut, par exemple, je ne sais pas, donner le droit de vote des étrangers aux élections locales, interdire le cumul des mandats, l'interdire réellement, faire en sorte qu'il y ait plus de femmes et de chômeurs et de personnes en situation de handicap, voilà, dans les listes électorales, dans les institutions, chez les professionnels, partout. On va penser à un conseil de quartier ou une réunion publique de manière à lui donner du pouvoir. Il y aura du pouvoir de décision dans ces conseils de quartier forts. Donc on va redonner le pouvoir aux gens. Il ne sera plus seulement entre les mains des dirigeants. Donc un exemple, le budget participatif, par exemple, le budget participatif de Porto Alegre, où 10% du budget d'investissement de la ville est voté en partie par la population. Donc là on ne dit pas qu'on va le faire pour les plus pauvres ou pour les quartiers populaires, c'est pour tout le monde, et on pense qu'en démocratisant la démocratie, ça va amener des transformations qui vont faire que les gens vont venir, tous. C'est clair ? Est-ce qu'il y a une question ? Non, c'était clair. Alors Marion, très bien. Bon, j'arrive au gros mot. Empowerment, alors on peut mettre d'autres mots. Évidemment, on peut mettre éducation populaire, c'est pas un gros mot, donc c'est peut-être plus facile. Ouais, c'est bien de parler en français. C'est vrai, j'aurais dû mettre en français. C'est pénible, je suis d'accord. On aurait dû le changer. Développement du pouvoir d'agir, ça c'est la formule française qu'on utilise maintenant depuis quelques années. Développement du pouvoir d'agir. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? On pourrait mettre capacitation, il y a plein de mots qui rentrent là-dedans. Qu'est-ce que c'est ici ? Alors, je voudrais juste partir de ce qui a été dit par Maria, Abdel et des personnes de la salle sur les motifs. Les motifs pour les gens et les motifs de pourquoi est-ce qu'il faut que les plus absents viennent. C'est vraiment des motifs là de transformer à la fois les institutions et le vivre ensemble, la société, aller vers l'émancipation des personnes. Donc là, le but, c'est que les personnes puissent passer du silence à la parole, être entendues. Pourquoi ? Alors j'ai entendu, je reprends vos mots, combattre la justice. Marion, je te coupe, une question de compréhension. Oui. Excusez-moi, vous utilisez souvent institution. Oui, c'est vrai. Excusez-moi aussi. En plus, en venant, je me suis dit, il faut que je fasse attention avec ce mot institution. Institution, pour moi, ça veut dire toutes les collectivités locales, la mairie, le département, l'agglo, c'est aussi l'école, c'est aussi la justice, c'est aussi l'hôpital, merci. C'est aussi, je ne sais pas, les travailleurs sociaux, les enseignants. Enfin, les institutions, c'est ceux qui organisent finalement, l'action publique. Ça va comme ça ? Bon.
Donc, j'ai entendu combattre la justice, changer la donne, être reconnu comme partenaire, être reconnu comme porteur d'expertise. Si je ne parle pas, c'est les autres qui vont parler à ma place. Bon, j'ai entendu tout ça tout à l'heure. Bon, ça se situe dans cette conception, où là, l'idée, c'est que la responsabilité de la participation, ou le problème de la participation, il repose à la fois sur les individus et des collectifs, et à la fois sur les institutions. Et que donc, pour ce qui est de la différence avec l'injonction participative, la différence forte, majeure, c'est qu'il ne s'agit pas de mettre à niveau, par exemple les plus pauvres, pour qu'ils comprennent et qu'ils parlent bien, qu'ils parlent dans le langage de l'intérêt général. Là, l'idée, c'est de pouvoir se co-former ensemble, c'est-à-dire que les uns et les autres puissent s'écouter, le dialogue. Alors un dialogue pas seulement pour que chacun rentre chez soi, mais un dialogue pour à la fois qu'il y ait des processus d'émancipation, comment on peut se sortir petit à petit de situations difficiles. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les institutions, les pouvoirs publics, les travailleuses sociales du quartier ou autres arrivent davantage à être utiles et à ce que ça fonctionne. C'est dans l'optique aussi d'interpeller, de pouvoir interpeller les pouvoirs publics, de pouvoir leur dire sur telle chose il y a un problème, ça ne va pas. Nous, allocataires du RSA, on repère qu'il y a tel et tel problème. On parle peut-être pas comme vous, mais voilà ce qu'on a comme savoir utile pour l'amélioration du RSA, par exemple. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Donc, ce n'est pas un traitement individuel, hein, c'est bien une co-formation. Ce que je voulais dire là-dessus aussi, c'est que pourquoi c'est différent de la participation citoyenne? Parce que dans la participation citoyenne, vient qui veut, on pense qu'on démocratise, puis après les gens viendront, même les pauvres. Là, on pense que si on laisse faire, toujours l'inégalité se reproduit. Et même dans les budgets participatifs les plus intéressants, on voit que ceux qui viennent souvent, ceux qui deviennent conseillers, ceux qui prennent un peu plus de temps et de place là-dedans, sont plutôt pas les plus pauvres et pas les moins diplômés. Donc si on y prend garde, si on n'organise pas quelque chose, on retombe dans une sorte d'exclusion. Et puis je termine juste un mot là-dessus. Il y a deux formes, pour schématiser encore, il y a deux formes de développement du pouvoir d'agir. Il y en a une qui est plutôt de l'ordre de la lutte collective, l'organisation collective, le fait que les pauvres ou les chômeurs, par exemple, vont s'organiser avec l'aide d'alliés, comme ATD Carmonde, par exemple, et puis vont porter des causes. Par exemple, vont se battre pour qu'il y ait une loi contre les exclusions, vont se battre pour améliorer le RSA, vont se battre pour... C'est une forme un peu conflictuelle, sachant que le conflit fait partie intégrante de la démocratie. Enfin, partie intégrante. Est utile et est nécessaire. S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de démocratie. Et puis l'autre voie, c'est la voie d'un développement du pouvoir d'agir par le dialogue, la démocratie participative. Voilà. Donc là, dans cette voie-là, par exemple, ce que je peux dire comme exemple, c'est par exemple les co-formations par le croisement des savoirs et des pratiques qu'ATD Carmonde organise. Donc toutes les personnes ici présentes ont participé à ça. Il y en a d'autres, j'ai pu observer, je ne sais pas, du théâtre forum, de l'automédiatisation, de la qualification mutuelle, où il y a plein de pratiques d'éducation populaire qui sont basées là-dessus, où le principe, c'est qu'il y ait des professionnels, des élus et des habitants, plutôt qu'on n'entend pas, d'habitude, plutôt qu'ils sont en colère, d'ailleurs, au début, ou qui ne parlent pas. Et les séances de travail, parce que c'est bien du travail, sont d'ailleurs rémunérées pour les personnes en général, parce qu'elles apportent un savoir utile, elles apportent une expertise, et aussi visent à ce que les positions des uns et des autres évoluent. Du point de vue du professionnel, ça va être de se prendre un peu des choses violentes à la figure, peut-être un petit peu, mais aussi de réfléchir quand même, est-ce que je suis sûre que le problème, il repose vraiment que sur les gens? Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans le système organisationnel qui ne va pas? Bon, c'est sûr que c'est dans une optique plutôt de justice sociale, voilà. Et est-ce que moi, à mon niveau, je peux faire quelque chose? Qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Merci. Juste sur ce dernier point, là, le pouvoir d'agir, est-ce qu'il y a des questions de compréhension? Ou est-ce que c'était assez clair? Ok.